Michel, alors donc vous êtes un historien de la Corse et de la mer. Bon, vous êtes catalano-corse, comme quoi un malheur n'arrive jamais seul. Hein. Et donc, vous allez nous parler de cette île magnifique. Peut-être que cette île aurait eu un destin différent si Paoli avait pu appliquer la constitution que lui a écrite Rousseau. Qu'en pensez-vous ? Oui, tout à fait. Bon, l'île de Corse, c'est une île absolument extraordinaire dans l'histoire de la Méditerranée, parce que d'abord, elle est remarquablement située, et ça a toujours été une île carrefour de toutes les civilisations, les Phocéens, les Carthaginois, les Étrusques, les Grecs, les Romains, les Pisans, les Génois, les Aragonais, les Français, les Anglais. Et au milieu du XVIIIe siècle, comme vous le soulignez, elle est encore une île à part, parce que dès les années 1735, avec le père de Pascal Paoli, et puis surtout avec Pascal à partir de 1755, elle crée des textes que l'on peut qualifier soit de constitutionnels, soit de pré-constitutionnels, et elle va faire appel à ce grand philosophe genevois qui est Jean-Jacques Rousseau, qui rédige un projet de constitution pour l'île de Corse en 1764. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est de voir la Corse définir des thématiques comme le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, par exemple, à peu près 50 ans avant la Révolution française. Des idées de tolérance également, c'est très... Une politique vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des Juifs. Pascal Paoli va recevoir les Juifs à Île-Rousse. On a fait un très beau film d'ailleurs récemment avec André Campana qui s'appelle La Corse, île des Justes, parce que c'est la seule région française où il n'y a pas eu un seul Juif déporté pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc Pascal Paoli, vis-à-vis des musulmans également, vis-à-vis du bey de Tunis, fait de cette île une sorte de melting pot. La Corse vraiment est une île très ouverte parce que les hommes viennent souvent d'ailleurs. Ce sont des sculpteurs génois, ce sont des peintres vénitiens, ce sont des peintres livournais, romains qui trouvent des femmes corses. Quelque part, la Corse, c'est une sorte de matriarcat, parce que les femmes sortent peu, mais elles épousent des soldats, des militaires, des marins, des sculpteurs, des artistes venus d'ailleurs, et ça a donné naissance à une identité très forte, qui est l'identité du peuple corse, donc jusqu'à aujourd'hui, avec une identité effectivement très, très unitaire. Donc la bataille de Pontelecce va décider autrement, hein, l'histoire n'est pas à réécrire, mais c'est vrai que quand on est en Corse, on a cette impression d'être dans un condensé de Méditerranée, parce qu'on a des églises qui sont byzantines, qu'on ne trouve pas ailleurs, on a ces chants immémoriaux qui semblent hérités directement du grégorien, on a aussi des produits dont on a l'impression qu'ils sont le premier matin du monde en Méditerranée, des fromages de brebis dont on imagine qu'ils étaient fabriqués pareil il y a 10 siècles, et c'est vrai que on a vraiment cette impression d'être ailleurs et de toucher à quelque chose qui est presque mythique. Vous avez tout à fait raison. On disait tout à l'heure en introduction, la Corse est une île carrefour. Ce qui est un petit peu dommage, peut-être aujourd'hui pour nos contemporains, c'est qu'on est dans une société qui est la société du soleil, de la mer, et donc on ne connaît pas l'intérieur, on ne connaît plus l'histoire, soit de la Corse, soit du pays catalan, soit des châteaux cathares, ce genre de choses. Les gens sont intéressés uniquement par la plage, que ce soit à Canet-Plage, que ce soit à côté de Maginage par exemple. Or, dans l'arrière-pays, à 3 à 4 kilomètres de là, il y a tout un passé historique qui est extraordinaire. Si on prend le cas de Massinage, puisque on en parle, on le voit ici donc sur cette affiche, eh bien cette marine de Massinage, elle est dominée par un couvent franciscain qui est quand même créé par Léon X Médicis, donc le pape des années 1510. Donc aujourd'hui, on peut même pas imaginer qu'un pape ait créé un couvent franciscain sur les hauteurs du village. À côté, vous avez une tour qui s'appelle la tour de Barbara d'Amar. D'Amar, ça veut dire les seigneurs de la mer. Donc c'est vraiment un titre très très symbolique. Et cette tour, elle est de 1556. Et puis juste à côté du couvent et de cette tour, vous avez le vieux château des seigneurs d'Amar qui sont là depuis les années 1200-1204, qui sont des gens qui sont amiraux des empereurs Westhoffen dans les années 1204. Et donc il y a un patrimoine
patrimoine qui est quelque chose d'absolument extraordinaire. Je m'étais un peu insurgé il y a quelques années lorsqu'on nous a mis plein d'éoliennes donc derrière ce patrimoine historique, que c'est très bien de faire des énergies écologiques, de planter des éoliennes, mais que c'était peut-être pas un endroit particulièrement bien choisi d'aller les mettre derrière toute une série de monuments classés, et que quelque part c'était un petit peu dommage. On avait fait différents articles dans le Figaro, parce que le Figaro à cette époque-là disait c'est une région déserte, et c'est pas du tout une région déserte, c'est un peu comme si on avait planté une tour derrière le château de Chenonceau. Oui, je pense qu'à Chenonceau, ça gênerait beaucoup plus Paris qu'au Cap Corse, vous le savez comme moi. Je ne partage pas votre pessimisme vis-à-vis de l'héliotropisme. Je crois que l'héliotropisme a vécu et que justement, maintenant, les touristes sont en quête d'une plus-value, d'un supplément d'âme, je ne sais pas comment il faut appeler ça, et qui sont peut-être plus aptes à recevoir la pluralité des identités, parce qu'au XXIe siècle, on se constitue avec des identités multiples et plurielles, vous en êtes l'illustration. Et que pensez-vous que le modèle Odyssea peut apporter à une île comme la Corse, mais au-delà, à tout type de littoral ? Vous avez là aussi tout à fait raison, et c'est un peu pour ça que j'ai soutenu Philippe Calamel et le projet Odyssea dès le début, parce que ce que je trouvais intéressant dans ce projet, c'était justement de relier le littoral à l'arrière-pays. C'est sûr que quand on va à Bonifacio, quand on va à Solenzar, quand on va à Massinage, qui sont toutes ces cités parmi d'autres, Calvi ou d'autres, qui sont intégrées dans ce projet Odyssea, eh bien l'intérieur a toujours été extrêmement lié en Corse ou ailleurs, au littoral, parce que quand on regarde la France de Louis XIV, vous avez des vaisseaux magnifiques avec 1200 personnes à bord qui sont construits en chêne, et vous avez des voiles en chanvre. Ce chanvre qui a donné par exemple son nom à la canabière, le cannabis, c'est-à-dire le chanvre, eh ben, il est évident que le chêne, on ne le cultive pas à Marseille. Donc c'est le Massif central, ce sont les Alpes qui donnent les bois. Gênes donne les bois de Ligurie. Donc l'intérieur fournit le fromage de Gruyère, la Savoie, eh bien, aux galères qui vont partir de Marseille. Et en Corse, c'est pareil, les salaisons, le biscuit, ce pain que l'on va cuire 2 fois pour qu'il résiste à la mer, donc cuit 2 fois biscuit, eh bien, tout ceci vient de l'intérieur, que ce soit la viande, les salaisons. Bon, la pêche, évidemment, fournit le poisson, mais la mer, c'est toujours nourri du littoral, et donc une puissance devient une puissance maritime s'il y a une symbiose entre les deux. Et le projet Odyssea a bien raison de réunir à nouveau cette symbolique du comptoir avec les produits du terroir et puis la mer à l'horizon. Vous croyez en tant qu'historien que l'Europe sera euro-méditerranéenne ou mourra ? Oui, l'Europe est une puissance méditerranéenne, est un ensemble de puissances méditerranéennes depuis toujours, avec évidemment une histoire en dents de scie, avec à certains moments, à partir du XVe siècle, tout d'un coup, la découverte de l'Atlantique. Donc il est évident que la Méditerranée, à partir de 1492, commence à décliner au profit du Mexique, au profit du Pérou, au profit du Chili, et elle va un petit peu décliner. Elle va redevenir importante au XVIIe. 1704, les Anglais s'installent à Gibraltar, et la Méditerranée devient un lac anglais, un lac fermé. Et puis après, on a le renouveau du 19e siècle. C'est pas pour faire l'apologie évidemment de la colonisation, mais il est évident que l'Algérie en 1830, le Maroc en 1856, la Tunisie en 1882-84 vont redonner à la Méditerranée une importance que l'on retrouve aujourd'hui avec les routes pétrolières. Donc un intervenant disait ce matin, c'est de la Méditerranée que tout est parti et c'est à la Méditerranée que tout revient. C'est un adage que vous pouvez partager ? J'ai été égratigné, je ne sais plus pour quel livre, il y a quelques années, par un journaliste du Monde qui disait pour Vergé-Francesque, la Corse est la matrice du monde. Et c'est un petit peu vrai, la Méditerranée, quelque part, c'est le berceau. Et d'un point de vue religieux aujourd'hui, on parle beaucoup d'islam ou d'islamisme, eh bien on voit bien que les 3 religions du livre, la Bible, le Coran, l'Ancien Testament, eh bien c'est la Méditerranée qui est porteuse de ces religions. On voit aussi que la Corse, vous parlez de spiritualité, c'est pour ça que je me permets de rebondir, la Corse a été aussi un énorme berceau pour la maçonnerie. C'est-à-dire que c'est une terre où on a peut-être tellement conscience que le religieux, finalement, c'est une expression différente pour la même chose, que des spiritualités comme la maçonnerie, qui portent quand même un idéal humaniste, s'y sont implantées d'une façon extraordinaire.
Oui, tout à fait. C'est assez curieux de voir que quelqu'un comme Pascal Paoli, qui est né en 1725 dans un petit village, Morosaglia, et dans ce petit village, il y a un hameau qui est le hameau de la Stretta, et dans ce hameau, il y a 70 habitants. Et bien, quand on voit la figure de Pascal Paoli, qui est devenu maçon en 1778 en Angleterre, puis qui a appartenu à la Grande Loge d'Angleterre à partir de 1804, qui était la loge la plus huppée, qui était celle du prince de Galles, eh bien, la Corse a été porteuse de maçonnerie à l'époque d'Anderson, à l'époque des années 1730, à l'époque de Montesquieu. Et donc, il y a là un foyer culturel qui était peut-être hérité, comme vous le dites très bien, de la spiritualité. Il ne faut pas oublier que la Corse au XVIIe siècle, c'est 800 prêtres corses à Rome, qui étaient des prêtres de haut niveau, qui étaient docteurs en théologie des universités de Bologne, des universités de Padoue, des universités de Rome, qui partaient prêcher le carême à gauche, à droite, et que au Vatican, il y avait quand même dans les 300 à 400 gardes corses qui étaient les gardes du pape. Et il y avait donc en Corse un véritable creuset de réflexion. Et donc là aussi, je me suis un peu insurgé en faisant une histoire de Corse il y a une vingtaine d'années, qu'on a la chance de rééditer tous les ans depuis 1996, en disant que la Corse, c'est autre chose que le lonze, le ficatelli, le fromage et la confiture de figues. Ça, je crois que quand on est en Corse, on sent ce souffle-là. Hein, ça, c'est évident. Question indiscrète. Vous êtes catalano-corse, vous parlez corse ? Alors, mes grands-parents, comme tous les grands-parents de cette génération, mes grands-parents étaient nés en 1891 et donc parlaient corse, évidemment, et se retournaient vers leurs petits-enfants et ne parlaient que le français. Et donc, j'arrive à comprendre le corse, mais je suis incapable de le parler couramment. Merci beaucoup, Michel. C'était passionnant. Merci. C'est moi.